Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Hier, 1er mai, dans le cadre de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et de la 43e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel, le Conseil de l'ONU a vivement critiqué la France au sujet du respect des droits de l'homme dans le pays. Le Conseil a notamment pointé les attaques contre les migrants, le profilage racial et les violences policières. Un rappel à l'ordre qui intervient dans le sillage des interventions musclées des forces de l'ordre lors des manifestations contre la loi sur la réforme des retraites qui fait débat dans l'Hexagone depuis plusieurs mois. Une loi passée de force qui creuse davantage le fossé entre les Français et le président Emmanuel Macron, dont la popularité est au plus bas depuis sa réélection difficile pour un deuxième quinquennat. Un récent éditorial sur le quotidien français Le Monde a comparé le président français à un monarque assiégé par la colère populaire. La France, qui était un exemple de démocratie, penche désormais vers un État autoritaire qui ne respecte pas les droits de l'homme. Fin de citation. Pour revenir sur les critiques formulées par le CDH et pour plus d'éclairage sur la situation du respect des droits de l'homme en France, nous avons le plaisir renouvelé d'avoir sur notre plateau professeur Moustapha Shami, politologue et professeur de droit. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, un premier commentaire, professeur, sur la longue liste de critiques du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a examiné pendant plus de 3 heures et listé pendant plus de 3 heures la situation des droits de l'homme en France, qu'il juge inquiétante. Il est vrai qu'il s'agit d'une procédure à laquelle se soumettent régulièrement tous les États membres des Nations Unies, mais là, les critiques sont nombreuses et particulièrement virulentes. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le relever, mais peut-être faut-il rappeler la procédure qui a conduit à cela. Le Conseil des droits de l'homme est une institution spécialisée qui relève des Nations Unies, dont le siège est à Genève, et qui avait arrêté lors de la précédente session, la 51e, en octobre dernier, 14 pays devant faire l'objet d'un examen périodique donc sur la question des droits de l'homme. Il y avait le Maroc, il faut le rappeler, le Maroc, et d'ailleurs vous avez pu relever lors de la session de mars que le sentiment général, c'était de saluer les avancées qu'il y avait eu dans le Royaume sur la question des droits de l'homme, avec encore des corrections à faire, des avancées évidemment. Et il y avait eu également, c'était le 27 février dernier, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui avait présenté son rapport. Donc il y a un premier rapport d'octobre, il faut y répondre, et puis il y a le rapport général conclusif, donc c'est ce que nous avons eu et qui a été publié hier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la ministre française des Affaires étrangères et de l'Europe avait présenté un texte que j'avais suivi, etc., où elle avait parlé des droits de l'homme en Ukraine, la situation en Iran, en Afghanistan, l'égalité entre les femmes et les hommes, et les questions de droits de l'homme intéressant la vie politique française n'avaient pas été abordées du tout. D'accord. Donc ça, il faut le relever. Alors, la situation aujourd'hui est difficile pour la France. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Pourquoi elle n'avait pas cité à l'époque ? Ce qui a changé, parce que c'était un mauvais terrain. Elle savait pertinemment que c'était un mauvais terrain, que c'était plus facile de parler des droits de l'homme en Afghanistan, de la situation des femmes, avec la politique des talibans, vous le savez, en Ukraine, les violations, etc., que de venir sur les questions domestiques, où beaucoup de problèmes sont posés, qui sont évoqués dans ce rapport, donc, qui a été rendu public hier. Ce qu'il faut noter, c'est vrai, globalement, c'est une évolution qui s'est faite par touches successives dans le cadre de la restriction du périmètre des droits de l'homme et des libertés. Et ça, c'est pas simplement lié à la présidence Macron, ça vient de loin, mais ça s'est accentué. Ça s'est accentué avec la présidence Macron, et peut-être on va rentrer dans les détails si vous voulez bien. Alors justement, ce n'est pas la première fois que la France considérait jusqu'à il y a quelques années comme le pays des droits de l'homme, et puis qui se croyait à l'abri jusque-là, parce que c'était elle qui donnait des leçons. Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait sermonner au sujet de ces dérapages. En 2018, déjà, le président Recep Tayyip Erdogan s'était dit inquiet par le recours disproportionné à la force contre les manifestants. Mais ces paroles ont été prises à la légère et n'ont pas été considérées. Alors que cette fois-ci, la France est épinglée
au sujet de plusieurs choses, au sujet des discriminations raciales. Elle est appelée à ratifier, par exemple, la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, à garantir les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Mais ce qui interpelle, c'est là aussi et surtout la quasi-unanimité des pays membres, parce qu'il y a les États-Unis, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Russie, le Venezuela et l'Iran, la Chine. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette quasi-unanimité? Une quasi-unanimité, oui. Sur la quasi-totalité des pays, je vous propose de distinguer entre deux lots de pays. Il y a les pays dits autoritaires, qu'ils sont d'ailleurs, Russie, Chine, Iran, Venezuela, etc. Évidemment, c'est une parole critique qui ne porte pas, qui n'imprime pas, parce qu'ils ne sont pas très bien placés pour donner des leçons de respect des droits de l'homme. En revanche, il y a un lot plus intéressant des pays démocratiques, où il y a en tête les États-Unis, évidemment, il y a les pays nordiques, vous l'avez dit, notamment la Suède, la Norvège et le Danemark. Il y a également le Luxembourg, le Liechtenstein, le Japon et le Brésil aussi. Donc voilà, ce sont des paroles et des critiques qui ont de l'effet parce qu'ils sont bien placés pour relever les entraves qui existent à propos de la pratique des droits de l'homme. Maintenant, si on rentre dans le détail, comment se traduit cette restriction accentuée qui est apportée aux droits de l'homme? D'abord, prenons la situation des manifestants et des manifestations. Oui. C'est d'actualité avec tout ce qui se passe en France, etc. Le ministère français de l'Intérieur a publié en septembre 2020 un schéma général, donc, pour ce qui est du droit de manifester. Mais c'est un schéma général qui présente cette particularité, c'est finalement de porter atteinte à la liberté de manifester, qui est une liberté constitutionnelle, qui fait partie des droits fondamentaux. Sur quoi? C'est la définition de la réaction, et ça porte sur ceci, l'encerclement de groupe. Oui. C'est l'encerclement de groupe et une technique d'encerclement de groupe, soit prétendument pour contrôler, interpeller, etc. Mais l'encerclement est une entrave à la liberté de manifester parce que ce sont des manifestants qui sont encerclés et donc ils n'ont plus la possibilité d'exercer leur droit de manifester. Et puis il y a ceux qui manifestent mais qui veulent quitter la manifestation, qui ne peuvent pas la quitter, et ça, c'est etc. nouveau. Et il y a eu d'ailleurs une censure sur ce plan-là du Conseil d'État. C'est les décisions prises. Le Conseil d'État français a pris une mesure, un arrêt, où il a dit qu'il fallait ménager et préserver un espace de manifestation. Pourquoi? Parce que sinon, ça a un effet dissuasif et de découragement des manifestants et des manifestations. Et donc, c'est une atteinte au droit de manifester. On est même étonné d'en être à parler de la liberté de manifester dans un pays comme la France. Comment s'est opéré ce glissement? Parce que justement, concernant les violences policières et celles de forces de l'ordre qui sont épinglées, il y a aussi épingler le peu de respect du port du numéro d'identification individuelle, le RIO. Ça veut dire que toutes les forces de l'ordre ont un numéro, comme ça on peut reconnaître qui a dérapé, qui a fait une violence. Ce à quoi la conseillère juridique du ministère de l'Intérieur a réagi en répondant que l'usage de la force est strictement encadré, contrôlé, en cas de faute et sanctionné, et que depuis 2014, dans un souci justement de traçabilité de leur action, les agents de force de l'ordre avaient ce fameux RIO. Mais le 5 avril dernier, après avoir été saisi par plusieurs associations de droits de l'homme, le Conseil d'État justement avait constaté ce non-respect et avait appelé à l'obligation de porter le RIO, mais le ministère de l'Intérieur a refusé de se soumettre à cet appel. Étonnant. C'est un arrêt du Conseil d'État, c'est-à-dire c'est une décision d'une juridiction administrative qui doit s'imposer à toute autorité publique. Alors cette histoire de RIO, il faut expliquer à nos téléspectateurs que c'est un badge. Oui. C'est un badge où il y a un numéro d'identification. Alors qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il y a ceux qui mettent le badge et qui le mettent à l'envers. Oui. Il y a ceux qui le mettent dans une poche, etc. Donc, il y a beaucoup de difficultés à identifier les policiers, puisque ce badge n'est pas toujours lisible. Et il y a un certain nombre de techniques, d'ailleurs, qui est pour que ce badge ne soit pas visible. C'est là une violation de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et oui, il faut le signer de 1948. Pourquoi?
L'article 15 de cette déclaration, qui est la Bible des droits de l'homme, etc., dit que toute société a le droit de demander des comptes à un agent un agent qui la représente. Le fait de pouvoir lire le numéro d'identification du policier, c'est un droit. C'est un droit et donc ce n'est pas respecté. Donc c'est une atteinte majeure à une disposition importante de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a aussi un autre point qui a été évoqué, c'est dans la pratique de plus autoritaire des forces de police en France, c'est l'usage des armes. L'usage des armes, alors il y a tout un débat sur l'usage des armes, quelles armes, etc. Il y a, en France, il y a eu un code de la sécurité intérieure qui avait été adopté, d'ailleurs, c'est la référence L435-1 pour ceux qui veulent le vérifier, et qui prévoit l'utilisation des armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Or, ce qui se passe aujourd'hui est-il conforme à ces prescriptions de ce code de la sécurité intérieure? Oui, parce que généralement, c'est des manifestations pacifiques. Et on a vu des policiers tabasser... Ces images d'hier, du 1er mai, est-ce qu'elles vous ont choqué Oui, parce que c'est un degré de violence. Contre la presse aussi. Oui, contre la presse, etc. Mais je dois dire, pour quand même une information équilibrée, que la violence était des deux côtés. La violence était des deux côtés, et donc à une violence des forces de sécurité répond une contre-violence des manifestants, et pas des manifestants encadrés par les syndicats, mais ce qu'on appelle les Black Blocs. Oui, mais cette violence, justement, des manifestants, elle trouve sa raison quelque part, parce qu'il y a une tension qui monte en France depuis quelques mois, depuis quelques années. Vous avez raison, c'est-à-dire que le dispositif sécuritaire mis en place est considéré comme une provocation, parce qu'il ne permet pas la fluidité de la manifestation et son parcours, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a aussi une autre question qu'il faut se poser. Le ministre de l'Intérieur français disait hier qu'il y avait 2500 manifestants, donc des Black Blocs que vous connaissez, qui ont été identifiés. Question, pourquoi, s'ils sont identifiés, pourquoi ne sont-ils pas appréhendés? Mais ils ne peuvent pas être appréhendés, parce que pour être appréhendé, il faut avoir commis un délit. Et donc, évidemment, il n'y a que le fait qu'ils soient habillés de noir, cagoulés, etc., mais ça ne suffit pas. Donc nous sommes là dans une situation particulière où on sait qui est qui, mais il y a le fait que la loi pénale ne permet pas d'appréhender quelqu'un simplement parce qu'il est habillé de noir. Oui. Alors, il n'y a pas que les dérives policières ou celles des forces de l'ordre contre les manifestants, mais la France a été épinglée aussi sur les violations discriminatoires et raciales. D'après le CDH, la police et d'autres agents des forces de l'ordre imposent fréquemment, ça on le connaît, de manière disproportionnée, des contrôles d'identité, des arrestations, des amendes forfaitaires même à certaines minorités, notamment les personnes africaines, d'ascendance africaine, les personnes d'origine arabe, les Roms et les gens du voyage. Et le comité a demandé à la France d'inclure dans sa législation la définition et l'interdiction du profilage racial ou ethnique et de veiller à ce que soient mises à disposition de tous les agents du service de détection et de répression des directives claires tendant à prévenir le profilage. Alors c'est une montée, là on le voit dans toute l'Europe de l'extrême droite, mais là il y a toujours eu ce profilage. Mais là, ce profilage, vous pensez qu'il avance ? Ça pose le problème du fondement de l'intervention de la police pour ce qui est des manifestations. Les textes en vigueur en France prévoient qu'il peut y avoir intervention musclée, si je puis dire, qu'en état de légitime défense et en cas de nécessité. Ça, c'est la loi qui prévoit donc, les conditions dans lesquelles il peut y avoir violence. Donc, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui traduit le respect de ces dispositions? Je ne le crois pas. Il y a le délit de faciès. Et puis il y a eu des morts. Je vais quand même vous rappeler que voici 3 ans, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes qui ont duré pratiquement une année, où il y a eu 11 Gilets jaunes qui ont été éborgnés.
qui ont perdu un œil, etc. Et ça, on ne peut pas dire que ça soit dans le cadre de l'exercice normal de la fonction de sécurité et de la protection des biens. Il y a eu aussi une femme, on a vu des images tout à fait choquantes, d'une femme par terre qui a été tabassée. Il y a eu 3 morts. Oui. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein de la police française, me semble-t-il, c'est la gâchette. C'est la gâchette et il y a eu 3 morts. Il y a eu une femme, il y a 6 mois, sur un pont parisien, vous savez, qui a été, parce qu'elle n'avait pas obtempéré un coup civil policier, elle a été tuée. Et il y a eu 2 autres cas. Et donc, il y a là, ça pose le problème de la formation de la police et de formation donc pour qu'ils s'imprègnent d'une culture des droits de l'homme et du respect des personnes et des procédures qui les régissent. Et il y a aussi le fait, un rapport aux autres. Alors, le rapport aux autres, je réponds maintenant à votre question. Il est évident que la pratique policière témoigne d'un traitement particulier sur une base de faciès. Oui. Il y a des études qui ont été faites, vous le savez, sur ce qu'on appelle le testing qui a été fait, qui a montré que quelqu'un du 9-3, le 93 dans le département de Seine-et-Marne à Paris, avait 8 fois plus de chances d'être contrôlé par les policiers que quelqu'un qui est du 92 ou du 75. Il y a là systématiquement une volonté donc de réprimer liée donc à une approche raciale des communautés. Et ça pose un problème. Alors là, il y a eu souvent des soulèvements et des embrasements de banlieues à cause de dérapages ou à cause de jeunes ou d'enfants même qui, dans le cadre d'un contrôle, sont violentés ou bien même tués. Et puis il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Athéna, de Gavras, le fils de Costa Gavras, et qui fait peur, qui est apocalyptique, mais qui est un peu prémonitoire, qui a été plutôt mal accueilli en France, parce qu'il montre limite une guerre civile entre les banlieues et puis le reste de la France, suite à une bavure peut-être policière ou bien d'extrême droite, on ne sait pas. Vers la fin du film, on montre que c'est... Et est-ce que ce film, qui est une fiction, est-ce que la France peut en arriver là? Parce que c'est un film très très fort, Athéna. Et puis, ce qu'on a vu hier, moi, ça me fait tout de suite un peu penser à ce film. Vous avez raison de le relever, mais je voudrais mettre en perspective cela, si vous le permettez. Pourquoi il y a une telle situation en France? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'est-à-dire qu'il y a une politique de développement inégalitaire qui n'a pas bénéficié aux communautés dans les banlieues. Ensuite, il y a eu une sorte de ghettoisation des communautés africaines maghrébines, dans un certain nombre de etc. Et donc, évidemment, ce sont des communautés qui ressentent, je ne veux pas excuser la violence qui vient de ces communautés. Oui. Elle est réelle, elle existe, mais c'est une violence de colère. C'est une violence parce que ce sont des communautés qui se sentent exclus. Des laissés pour compte de la République. Oui. Marginalisés, délaissés. C'est dans ces communautés qu'il y a le plus fort taux de chômage, qu'il y a le plus fort taux de criminalité et le plus fort taux de détenus. Mais ça tient, c'est pas parce qu'ils sont plus délinquants que les autres, c'est parce qu'il y a des conditions socio-économiques et culturelles telles que ça ne peut donner que cela. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais dans son intervention télévisée d'il y a 2 semaines, Emmanuel Macron avait déclaré « Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale ». Quand il parle des manifestations, mais force est de constater que ce n'est pas le cas et que le président français met un peu les droits de l'homme en sourdine. Macron est vivement critiqué, d'ailleurs par la presse française. À ce sujet, j'ai cité l'éditorial du Monde. Et puis, il y a une véritable colère populaire. Est-ce que la France est devenue un État autoritaire sous le macronisme? Parce qu'il y a des opposants au président de la République qui n'hésitent pas à parler de crise de régime pour qualifier la situation actuelle,
qui estiment que l'esprit de la démocratie n'est pas respecté. Et on a même ceux qui vont jusqu'à parler de dictature et d'autres qualifient le président de la République d'autocrate, coupable de vol de liberté ou de hold-up démocratique, en comparant les casseroles que l'on tape devant les mairies aux protestations en Amérique latine à l'époque des dictatures. S'agit-il d'une vision excessive ? Oui, je voudrais nuancer, si vous le permettez. Ça, c'est les opposants. Oui, la France est ce qu'elle est, mais la France, ce n'est pas le goulag. Pas le goulag, c'est un pays avec de fortes traditions démocratiques, avec des institutions, une culture démocratique. Cela dit, il y a un processus qui pousse à des mesures autoritaires, lesquelles sont de nature à remettre en cause les fondements même de la République. C'est une crise de la démocratie, des difficultés mises pour manifester. C'est une crise aussi d'autorité, de légitimité des institutions. Pourquoi ? Parce que le dossier des retraites a été voté par le Parlement français avec l'usage de l'article 49.3 de la Constitution sans qu'il y ait un vote de la représentation nationale. Oui. Et ça a contribué à cristalliser les comportements des manifestants et de l'ensemble du peuple français. Vous savez que 70% des sondés sont pour le rejet de ce projet de retraite et sont opposés à la politique du président Macron. C'est 70-72%. Absolument. Donc il y a un rejet. Un terrible affront et un désamour avec le président Macron. Plus qu'un désamour, c'est un rejet. Oui. Et il personnifie aujourd'hui dans le débat politique français le rejet et la colère. Cela dit, le processus autoritaire se vérifie sur d'autres plans. Il se vérifie avec des mesures de répression touchant le tissu associatif. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, il y a eu la dissolution par le ministre de l'Intérieur, par arrêté, du collectif contre l'islamophobie en France. Deuxième arrêté du ministre de l'Intérieur contre également dissolution d'une association qui est Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Autre dissolution aussi, c'était en mars 2022. Ces 2 mesures, d'ailleurs, ont été censurées par le Conseil d'État, mais elles ont été prises. Il y a 1 an, il y a 2 autres mesures de dissolution qui ont frappé le collectif Palestine Vaincra et le collectif qui est un comité d'action pour la Palestine. Dernier élément dans le sens de se pousser vers un pouvoir autoritaire, c'est toutes les mesures prises intéressant les militants pacifistes de l'environnement. Les écologistes. Et oui, alors que les écolos, comme on dit, sont pacifiques, ils manifestent, eh bien, ils font l'objet du même dispositif policier. Donc, il ne s'agit pas que de simples dérives ou d'événements isolés, mais il s'agit d'une sorte d'institutionnalisation quand il s'agit d'interdire des associations qui, jusque-là, c'était inimaginable en France que des associations de cette sorte soient interdites. Comment voyez-vous le futur Oui, justement. Pourquoi cette politique ? Ça tient au fait que les termes de l'équation politique française sont particuliers aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les 2 grands partis, les 2 grandes dynamiques politiques, elles ne sont plus dans les partis traditionnels, elles sont dans l'extrême droite, qui a phagocyté la droite et qui la tétanise, et sont dans l'extrême gauche, qui a également écrasé la mouvance socialiste. Pensez que le Parti socialiste a fait 1,7% aux élections. Et donc, il y a là des extrêmes qui se remobilisent dans une dialectique de confrontation et d'affrontement. Et le choix qui paraît être fait par le président Macron et son équipe, c'est un choix d'ordre. C'est un choix d'ordre pour ne pas être débordé par la droite, surtout l'extrême droite. Mais ça donne un modèle démocratique qui est tout à fait contestable et qui est une mauvaise image de la France à l'étranger. Absolument. Dernière chose, en quelques secondes. Alors, il ne s'agit pas que de la France, parce que la France, c'était une image, c'était un idéal, c'était le pays des droits de l'homme. Est-ce que cet esprit de la démocratie qui est en danger aujourd'hui peut impacter le monde ? Oui, parce que la tendance générale, quand même, c'est un bloc de pays autoritaires qui sont connus, j'y reviens pas, et ça réduit d'autant les pays démocratiques. Vous savez combien il y a de pays démocratiques dans le monde ? On a fait le tour. Sur les 193 membres du Conseil des députés, il y en a 45 qui sont considérés comme éligibles aux standards démocratiques. Dernier point, ça fragilise la voix de la France, qui est une voix importante pour des raisons historiques.
Ça fragilise également sa diplomatie, son action diplomatique. Oui. Et puis quel message donné notamment au Maghreb et en Afrique. Ça n'est plus, la France n'est plus dans l'imaginaire des jeunes en particulier, parce que c'est le pays des mesures policières, de répression, du faciès, de la lutte contre l'islamophobie, contre l'immigration, etc. Et ça, c'est des éléments. Le pays des Lumières et des droits de l'homme. Oui, c'est le pays des ténèbres qui arrivent, me semble-t-il. Ah oui, c'est très pessimiste. On espère qu'on ne va pas vraiment sombrer dans les ténèbres. Merci beaucoup, Moustapha Sahimi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.